est jeune, riche, quasiment célèbre. Il possède une chaîne de télévision, une radio, une banque, une flotte aérienne, une entreprise de location de voitures. Et en plus, il aime la France. Il sponsorise l'Olympique de Marseille, le club de rugby de Bègle. Bref, c'est un empire à lui tout seul. Oui, ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Un argent qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Une source intarissable. On se demande d'où vient tout cet argent. C'est un des mystères de l'empire Khalifa. Maintenant des dizaines d'années, qui a un mauvais casier en ce qui concerne les droits de l'homme et la misère. Et Khalifa, il offre quand même une très jolie vitrine. C'est un sujet de Jean-Baptiste Rivoire et Pascal Épée. Rafik Abdelmoumen Khalifa, 36 ans, algérien, milliardaire. Transport aérien, banque, médicaments, télévision. Jusqu'à ces dernières semaines, Khalifa symbolisait la réussite de l'Algérie. En moins de 10 ans, raconte son site internet, ce docteur en pharmacie algérien a su, en stratège implacable, développer une série d'initiatives qui ont propulsé son groupe au premier rang des entreprises privées de son pays. En septembre dernier, il lance en France Khalifa TV, une nouvelle chaîne de télévision par satellite. Pour fêter l'événement, Rafik Khalifa organise à Cannes l'une des fêtes les plus pharaoniques que la jet set ait connue depuis 10 ans. La soirée se déroule dans sa nouvelle villa, rachetée quelques mois auparavant après avoir été évaluée à près de 30 millions d'euros. En voici quelques photos prises du temps de l'ancien propriétaire. Restaurant, piscine, parc de plus d'1 hectare, un vrai décor de rêve pour recevoir ses amis du cinéma, du show business et de la chanson. Parmi ses invités ce soir-là, le célèbre prince Emmanuel Philibert de Savoie ou Serge de Yougoslavie, mais aussi la nièce du président Bush ou Mélanie Griffith, la crème de la jet set. Au programme de la soirée, concert privé d'Andrea Bocelli et de Sting. Parmi les 300 invités, beaucoup sont venus dans des avions spécialement affrétés par Rafik Khalifa. La plupart sont logés à ses frais dans les plus grands palaces de Cannes. On avait dépensé une fortune pour créer l'atmosphère d'une fête élégante, fortunée, sophistiquée, culturellement correcte. C'était fabuleux, fabuleux. Ce qui était drôle, c'était que le moindre coup d'épaule, on butait dans une star mondiale. C'était Hollywood. La semaine suivante, les photos de la fête font le bonheur de la presse People. Encore inconnu quelques jours auparavant, Rafik Khalifa est le nouveau milliardaire qui compte, et pour cela, il lui a suffi de dépenser un peu d'argent. Il suffit de dépenser 30 millions. C'est à peu près le prix de la fête. Ah, c'était le prix de la fête. Pour organiser une soirée pareille, il a donc fallu de l'argent, mais aussi un certain savoir-faire. L'opération s'est montée en plusieurs étapes. La première, c'est de toute façon d'organiser un truc qui est au bénéfice d'une charité. Alors on trouve la marraine de la charité qui est toujours un peu médiatique. Cette fois-ci c'est Trudy Styler. Pour Amphar, c'est Sharon Stone ou Elizabeth Taylor, c'est du lourd. Et puis ça déjà, ça crée un drainage, voilà, un sillon. Quelques autres substars, des sous-célébrités vont filer dans le sillage. En clair, le milliardaire promet à la marraine, Trudy Styler, de verser une grosse somme d'argent à sa fondation, et la marraine appelle ses amis les stars. Trudy leur a dit, venez, votre présence justifiera un chèque énorme. Ce qui est légitime, je trouve que c'est... Et lui, en versant ce chèque, il était sûr qu'il aurait des stars. Il était sûr d'avoir des stars, oui. Ensuite, on engage des attachés de presse qui font venir, relations publiques, qui font venir la deuxième couche. Et puis pour s'assurer quand même de la matière médiatique pour les journaux, pour les télés, pour le people, les stars, quoi. Si on n'est pas sûr de les avoir, il faut les payer, rubis sur ongle. Ça oscille entre 15 et 30 000 euros pour la présence. Ouais. Mais c'est marrant, il a vraiment loué une foule, quoi.
Et ce soir-là, Rafik Khalifa est si fier de sa foule qu'il l'a fait défiler sur la terrasse de sa villa pour enregistrer des spots publicitaires pour sa télévision. Hello, Khalifa TV! I'm Heidi Klum and I'm very excited to be one of the first one to be on your show. Dans le casting, la nièce du président Bush, mais aussi quelques célébrités francophones. Bienvenue sur Khalifa TV. Non, bienvenue sur Khalifa TV. Voilà. Hervé Bourges, ancien président de TF1, de France Télévisions et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bienvenue à Khalifa TV. Bienvenue au moment où, en 2003, s'annonce l'année de l'Algérie en France. Tiens, Khalifa TV aurait-elle un rapport avec l'année de l'Algérie en France, cette manifestation officielle destinée à améliorer l'image de l'Algérie ? Pendant la soirée de Cannes, Emmanuel de Brandt demande au milliardaire algérien à quoi va servir sa télévision. Il m'a regardé, il m'a dit tout est diplomatique. Donc moi je comprends que cet homme-là est l'instrument volontaire d'une diplomatie que je comprends et que j'approuve, disons. C'est-à-dire qui est de retisser des liens plus serrés entre l'Algérie et la France en dépensant de l'argent pour créer des projets communs, pour faire des expositions, etc. Et faire un petit peu oublier la mauvaise image de l'Algérie. Évidemment, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Chaque fois qu'on parle de l'Algérie, on voit des gens zigouillés, etc. C'est quand même pas... c'est pas sympa. Eh oui, les massacres, c'est moins sympa que la jet set. Après 10 ans de sale guerre, 200 000 morts et 7 000 disparus, les dirigeants algériens chercheraient aujourd'hui à améliorer l'image de leur pays. Explication d'un ancien ministre. Laïque et démocrate, il avait tenté de réformer son pays en 1989. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le régime est plein dans la corruption et que le régime est plein dans la torture, dans la répression de la population algérienne. 10 à 12 ans après, il faut vendre une image de l'Algérie correcte. Dans le passé, personne ne contrôlait les comptes. Les entreprises publiques pouvaient payer des conférences, des acteurs, des journalistes, financer des journaux, financer des partis politiques, financer des associations. Aujourd'hui, avec l'ouverture au marché international, c'est l'entreprise privée qui va faire ce travail très important dans ce type de régime de propagande. Le groupe Khalifa a-t-il été utilisé pour la propagande du régime ? Dans un rapport récent sur la liberté de la presse en Algérie, Reporters sans frontières raconte que pour assurer un large écho à ses opérations de communication, l'homme d'affaires invite de nombreux journalistes et patrons de presse. Voyages et séjours tout frais payés, avec en prime une enveloppe de 4 000 francs en contrepartie d'articles élogieux. Reprise par la presse française, ces mises en cause n'ont provoqué aucune réaction de Rafik Khalifa. Depuis 2 ans, il investit massivement en France. En juin 2001, il propose 15 millions d'euros sur 5 ans à l'Olympique de Marseille pour devenir le principal sponsor du club. Marseille voyagera avec un avion décoré à ses couleurs pour chaque déplacement à l'étranger. Ami des footballeurs, Khalifa associe volontiers show business et opérations humanitaires. En février 2002, suite à de terribles inondations qui viennent de faire 1000 morts à Alger, il emmène sur place et à ses frais une 50aine de célébrités françaises. Officiellement, il s'agit d'assister à un match entre l'Olympique de Marseille et l'équipe d'Algérie, le tout en solidarité avec les victimes des inondations d'Alger. Ces images sont filmées et commentées par la télévision de l'Olympique de Marseille. But d'Ibrahima Bakayoko à la 42e minute, alors qu'on voit du beau monde dans le public. Et Gérard Depardieu qui est venu, ainsi que Catherine Deneuve, sous les yeux du président Bouteflika, qui recevra à la fin de la rencontre la délégation marseillaise, ainsi que toute la presse régionale et nationale. Attention à cette première occasion pour... Le soir du match, au lieu d'emmener Deneuve et Depardieu voir les victimes des inondations, Rafik Khalifa leur propose un dîner officiel avec le président Bouteflika. Le lendemain, nos acteurs se retrouvent à la une de la presse algérienne, un bon coup de pub pour le régime. Décryptage de l'opération par un ancien haut dirigeant algérien aujourd'hui dans l'opposition. La stratégie du régime, c'est le trompe-l'œil. C'est la gestion démoniaque des apparences. Il s'agit de montrer que l'Algérie est un pays normal où des acteurs de premier et de deuxième plan peuvent aller se promener sans risque et ainsi montrer à la fois au peuple algérien que son régime est apprécié par les grandes stars du cinéma international
et montrer au peuple français que ces stars, ces acteurs, actrices peuvent aller en Algérie, qui est un pays totalement fréquentable. Reste à comprendre pourquoi ces stars se sont prêtées à une telle opération de communication. Malgré plusieurs demandes, Gérard Depardieu n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il s'engageait à l'époque dans un business avec Rafik Khalifa en Algérie, racheter des vignes dans l'ouest du pays. Quant à Catherine Deneuve, que faisait-elle dans cette aventure? Contactée, l'actrice française nous rappelle à Canal+. Elle affirme qu'elle s'est rendue en Algérie gratuitement par gentillesse, qu'elle a été contrainte d'assister au dîner officiel avec le président Bouteflika alors que ça n'était pas prévu et qu'elle est contrariée que sa présence ait pu être exploitée politiquement. Rafik Khalifa, lui, est content. Ce jour-là, il a réussi son coup. Les stars, ça marche. De retour d'Alger, toujours avec Gérard Depardieu, Rafik Khalifa inaugure la nouvelle voiture de course de Paul Belmondo qu'il sponsorise. On s'est rencontrés et j'ai vu Monsieur Khalifa et il a plongé tout de suite. C'est fantastique d'avoir des gens comme ça qui sont motivés par le sport. Mais sa plus belle opération, Khalifa la monte au printemps dernier avec le film Astérix et Obélix. Le 27 avril, plusieurs stars du film décollent pour Alger dans un Airbus de Khalifa Airways. Sur place, un convoi officiel les emmène vers une luxueuse résidence gouvernementale. Vive l'Algérie! À l'intérieur, ils retrouvent Gérard Depardieu. Pendant une semaine, Astérix doit être projeté gratuitement en Algérie. Les autorités affirment que 200 000 enfants vont pouvoir en profiter. 200 000 enfants. Tu vas voir, parce qu'il a fait le ministre de la Solidarité, c'est extraordinaire. Tu vois l'homme, tu vois un Boutef. S'il vous plaît. Ali Benflis, le Premier ministre algérien, accueille ses invités pour déjeuner. À la table d'honneur, entre Marek Alter et Gérard Depardieu, le général Belrire, numéro 2 du régime. Depardieu lui présente Alain Chabat. L'après-midi, nos acteurs dévoilent l'opération Astérix à la presse algérienne. Et je trouve que nous faire plaisir, en plus en ajoutant le sourire d'un enfant, j'ai pensé que c'était bien aussi pour mes amis et moi-même. C'est uniquement pour ça. D'autres actions, à part les enfants. D'autres actions qui n'ont pas la relation avec les enfants. L'agriculture, le commerce. J'ai amené avec moi 2-3 hommes d'affaires qui sont en train de faire des affaires avec le ministre de l'Agriculture, qui est un homme absolument formidable, qui a un programme extraordinaire et qui, j'espère, réussira son programme. Merci. Dans la soirée, dans le principal cinéma d'Alger, le film est bien à l'affiche, mais surprise, la salle est quasiment vide. Quant aux acteurs, ce soir-là, ils font la fête dans un grand hôtel d'Alger, toujours avec le général Belrire. Et rien ne semble arrêter notre milliardaire. Un mois après la fête d'Alger, sous prétexte d'inaugurer Khalifa Jet Team, sa nouvelle patrouille de chasse privée, il invite le tout Paris médiatique à faire la fête dans l'une des boîtes les plus branchées de la capitale. Déguisé pour l'occasion en pilote de Khalifa Airways, le patron de la discothèque se prend d'affection pour notre milliardaire algérien. C'est un vrai seigneur parce qu'il donne sans compter. Là, c'est Muriel Robin, avec Paul Belmondo et évidemment Josiane Balasco. Plutôt fier de ses invités, Tony Gomez nous les présente. Goumen. Vous les connaissez évidemment, Daisy et Karl. Célébrité du PAF, star de cinéma, pour beaucoup d'observateurs, la démesure des fêtes de Rafik Khalifa vise à compenser un certain complexe algérien. Parmi tous ces gens qui tiennent le pouvoir aujourd'hui en Algérie, il y a
profondément un état d'esprit de colonisé. En réalité, ce sont des gens qui veulent payer très cher pour paraître blancs, je m'excuse de la terminologie, et qui pensent que le blanc évolué, que le blanc moderne est un blanc qui se met en string, qui fréquente les boîtes de nuit, et qui boit beaucoup, qui est très corrompu, qui claque de l'argent un peu partout, et ils pensent que c'est comme ça qu'on les prendra pour une république moderne, comme ils disent. Et voilà, ils pensent qu'une république moderne a cette image. C'est pas de leur faute, c'est parce que souvent la république corrompue leur a donné cette image. C'est ça. Hein. Moi, en tous les cas, quand j'étais ministre, j'ai entendu ça longtemps. Pourquoi ne dépensons-nous pas d'argent pour nous montrer comme des blancs? Et quand on leur expliquait que ce n'était pas ça le rapport au monde occidental, ils ne comprenaient pas. Rafik Abdelmoumen Khalifa serait-il un enfant de la Chichi, la bourgeoisie d'Alger qui rêve d'imiter l'Occident? Comment a-t-il pu réaliser en quelques années seulement un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et faire autant de business dans un pays entièrement contrôlé par les militaires? Ces questions, nous aurions voulu les lui poser, mais comme la plupart des journalistes, il a refusé de nous rencontrer. Voici l'une de ses très rares interventions publiques, c'était fin 2001 sur TF1. Ce jour-là, Rafik Khalifa affirme qu'il a fait fortune dans le médicament et qu'il n'est que le fils d'un petit pharmacien. Votre père, il était autre chose que pharmacien. Bien sûr. Il a été ministre du gouvernement algérien, il a même été patron d'Air Liberté, d'Air Algérie. Oui, donc ça doit aider quand même tout ça. Je crois pas, parce que je vous dis... Ça aide, hein. Ça aide pas tellement parce que j'ai pas réussi. Ça a aidé, ça donnait des ouvertures. Rafik est d'autant plus embêté que son père, Laroussi Khalifa, était encore plus que cela. Avant l'indépendance, il a participé à la création de la sécurité militaire, les services secrets d'Alger. Finalement, la question que beaucoup se posent, c'est est-ce que vous êtes en fait soutenu par le régime ou est-ce que c'est vous qui soutenez le régime ? Ni l'un ni l'autre. Je suis un opérateur économique normal. Le régime fait sa politique et c'est tout. Hein. Il y a plusieurs parties. Officiellement, donc, Rafik Khalifa serait un chef d'entreprise ordinaire. Je pose ces questions parce que les rapports entre l'État et les entreprises... Mais pour cet entrepreneur français qui vit à Alger, il est impossible de faire autant d'affaires en Algérie sans être soutenu par les plus hauts dirigeants. Quand on voit l'entreprise qu'il a créée dans des secteurs aussi différents et aussi sensibles que le médicament, que le transport aérien, que la communication, ça ne peut pas se faire autrement qu'avec l'appui des militaires en place, avec l'appui de tous les gens qui ont profité de l'indépendance. Et notre entrepreneur va plus loin. Pour lui, il y a quelque chose qui cloche dans la biographie officielle de Rafik Khalifa, qui affirme que sa fortune s'est faite uniquement en important des médicaments. Dans le secteur du médicament, c'est absolument impossible de pouvoir mettre une réserve financière suffisamment importante pour pouvoir créer un groupe comme ça. C'est absolument pas possible et tous les gens de la profession pourront vous le confirmer. Cette analyse est partagée aujourd'hui par les services secrets français. Dans un rapport confidentiel publié en octobre par le Canard enchaîné, la DGSE estime que le maintien en vie et même la bonne santé apparente du groupe Khalifa ne peuvent s'expliquer que par un soutien financier extérieur ou par des activités autres que celles officiellement mentionnées. Et cet argent, la provenance indéterminée, Khalifa va s'en servir pour aider des stars du paysage audiovisuel français. Depuis 1997 sur Canal+, Carl Zero s'est fait remarquer en diffusant dans son vrai journal plusieurs enquêtes mettant en cause la sécurité militaire algérienne dans des massacres. Qu'est-ce que vous pourriez faire en tant que ministre des Affaires étrangères si vous découvriez que la sécurité militaire algérienne a eu quelque chose à faire avec ces massacres ? Nous n'avons pas été devant cette situation. Dans ce cas-là, vous faites quoi ? Mais c'est une hypothèse. C'est une pure hypothèse. Et je vous le répète, tout ça a fait l'objet d'un examen méthodique. Début 2002, Carl Zero a des soucis financiers avec son vrai papier journal. En dépit de ses positions sur l'Algérie, Rafik Khalifa décide alors de l'aider. Il acquiert 9% du capital du titre lancé par Carl Zero. Il en devient l'actionnaire pendant quelques mois. Et notre milliardaire algérien ne s'arrête pas là. En septembre dernier, il lance en France Khalifa TV, sa chaîne de télévision par satellite. Comme si elle avait reçu un feu vert politique des autorités françaises, la chaîne commence à émettre sans même attendre l'autorisation du CSA. Pour alimenter sa grille, Khalifa TV propose d'importantes sommes d'argent à la plupart des agences audiovisuelles parisiennes. Beaucoup sont désormais en contrat avec la chaîne.
Début 2002, c'est dans le club de rugby de Bègle, la ville de Noël Mamère, que Khalifa investit. Depuis, pour les grandes occasions, il fait survoler la ville par sa patrouille de chasse privée. Mais fin septembre, invité à un match en présence de Rafik Khalifa, Noël Mamère refuse de s'y rendre et prend publiquement ses distances à l'égard du milliardaire algérien. Il y a un monsieur qui est proche du régime algérien, que j'ai toujours condamné pour ses tortures, pour la manière dont il traite les Kabyles et ses minorités, pour cette participation active comme celle du général Nézar à des tueries. Et cet homme, qui est un très riche Algérien, est un des soutiens de ce régime. Parmi les piliers du club, Gérard Depardieu, l'associé de Rafik Khalifa. Quand Mamère attaque le milliardaire, c'est l'acteur qui répond. Je pense que Bègle, il leur manque 5-6 matchs ensemble pour avoir, mais ils ont une équipe très forte. C'est dommage qu'ils aient un maire aussi con, mais enfin il y a des bons présidents, parce que j'ai un maire raciste comme ça qui parle en 2002 de choses pareilles, enfin bref. Il a peut-être chié dans son froc en velours. Sur le coup, je suis tombé de l'armoire de voir qu'il pouvait faire preuve de tant d'excès. Je ne connais pas Depardieu, je ne l'ai jamais rencontré, il m'a jamais vu. Donc je trouve que l'excès de Depardieu correspond bien à ce qu'il est dans les affaires. C'est quand même un garçon qui n'hésite pas à aller soutenir un nationaliste dangereux qui s'appelle Monsieur Messiar en Slovaquie, qui n'hésite pas à serrer la main de Fidel Castro, qu'il appelle mon ami Depardieu, et à investir dans le pays de ce qui est quand même un dictateur, et qui maintenant vient s'acoquiner avec Monsieur Khalifa et avec les généraux. Parce que le lendemain du match, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal El Watan. Depardieu a pris un avion de Khalifa Airways, est allé à Tlemcen pour visiter les nouveaux vignobles qu'il avait achetés. Je vous rappelle que ces vignobles, il peut les acheter, mais l'État algérien a 40% des intérêts. Et le journaliste d'El Watan raconte que Depardieu a demandé à ses amis de le rejoindre sur la photo avec cette déclaration qui en dit long sur son sens de la philanthropie. Venez les gars, il y a du pognon à prendre. Si c'est ça la philosophie de Gérard Depardieu, c'est la sienne, mais c'est pas la mienne. Quelques jours après cet incident, Khalifa TV s'en prend à son tour aux députés français. Actualité, disons-le, pour aujourd'hui, puisque vous aurez remarqué que depuis pratiquement 15 jours, le plus grand escroc, et je le dis et je l'assume, de la politique en France, il a pour nom, on va le citer, Noël Mamère. Charlot notoire, je suis désolé d'employer le terme Charlot parce que Charlie Chaplin, lui, c'était un grand monsieur. Bien Noël Mamère, lui, il veut se relancer. C'est vrai qu'il veut relancer les scores minables qu'il a fait lors des élections de son parti, lors des élections présidentielles. Et voilà, ça continue comme ça pendant 5 minutes. Suite à cet éditorial diffamatoire et aux protestations du député français, le CSA envoie une mise au point à Khalifa TV. Vous savez qu'à la suite de cette démarche, d'une part, Khalifa TV a interrompu ses émissions en attendant d'obtenir le conventionnement, et d'autre part nous a fait savoir qu'il y avait une nouvelle personne qui était chargée de la direction de l'information, que cette personne veillerait à ce que les règles d'équité, de traitement, de différents courants de pensée, de pluralisme, d'honnêteté de l'information. Malgré l'incident, le CSA autorise Khalifa TV à émettre et à diffuser de l'information depuis la France. Pour annoncer la bonne nouvelle à la population, Gérard Depardieu achète une page de pub dans Libération. Je me réjouis de la liberté redonnée à la chaîne KTV de pouvoir émettre pour le bien de tous mes amis d'Algérie. Bonsoir. Autrement dit, qui a pour habitude... En décembre, avec l'aide de journalistes et d'une présentatrice météo de France 3, KTV commence à diffuser des émissions sur l'année de l'Algérie en France et des débats de politique internationale. À la même époque, la patronne de Khalifa TV accueille une équipe de Plus Clair, l'émission média de Canal+, pour visiter la rédaction et présenter sa ligne éditoriale. Je ne suis pas une agence de communication, moi je suis une chaîne de télévision, et à partir de là, tous les courants auront, selon tous les quotas traditionnels fixés, je dirais, dans la réglementation de l'audiovisuel, eh bien tout le monde aura droit à la parole. Pour tenter d'évaluer l'indépendance de la rédaction à l'égard d'Alger, nous avons regardé comment elle réagissait en cas d'événement embarrassant pour le régime. Premier exemple, le 23 décembre dernier.
À la une du quotidien Libération, le témoignage d'un ancien officier de la sécurité militaire qui affirme que les moines de Tibérine, assassinés en Algérie en 1996, avaient été enlevés sur ordre d'Alger. Le soir, la plupart des JT français prennent le scoop au sérieux, mais pas Khalifa TV qui décide de ne pas évoquer l'affaire à l'antenne. Deuxième exemple, le 12 janvier dernier. Pour la deuxième fois en une semaine, des opposants algériens manifestent à Paris. Ce qu'ils dénoncent, c'est la façon dont les manifestations kabyles sont réprimées depuis 2 ans en Algérie. Au printemps 2001, une centaine de manifestants avaient été abattus en quelques semaines par les forces de l'ordre. Sur ces images, tournées par un vidéaste amateur, les gendarmes s'en prennent aux manifestants kabyles avec l'aide de mystérieux civils. Parmi les manifestants abattus, beaucoup sont tués par des tirs tendus des gendarmes. Ce jour-là, à Paris, les manifestants réclament la libération de leurs frères en grève de la faim dans les prisons algériennes. Sur la tribune, le ton est très critique envers l'année de l'Algérie en France, une opération soutenue par le groupe Khalifa. L'Algérie est mon pays. Je suis fier aussi de faire l'année algérienne, mais pas cette année. Cette année de la honte. Cette année qui exhibe des milliards de dollars. Cette année qui exhibe la politique qui assassine. Comment aujourd'hui le pouvoir français peut accueillir en France, sur le sol français, cette Algérie? Je croyais que c'était un pays de la liberté. Des milliers d'Algériens qui manifestent à Paris, logiquement cela devrait intéresser Khalifa TV. Merci d'être avec nous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité. Les derniers développements. Mais le soir, alors que certaines chaînes françaises évoquent l'événement, surprise, le journal de KTV n'en dit pas un mot. L'Algérie n'est évoquée qu'au milieu du journal, notamment à propos d'une expo organisée dans le cadre de l'année de l'Algérie en France. Comment prolonger la rencontre privilégiée entre 2 hommes d'État, l'émir Abdelkader et Napoléon III? À la suite de cette affaire, nous avons demandé aux responsables de la rédaction, dont certains sont des professionnels expérimentés, pourquoi ils n'avaient pas parlé de la manifestation des Kabyles. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. L'absence de Khalifa TV le jour de la manif est d'autant plus étonnante que dans la rue, les jeunes avaient des choses à dire, notamment sur les rapports entre la France et l'Algérie. On dit souvent que la France n'intervient pas en Algérie. Allez dans le sud algérien, vous verrez que la France est présente et bien présente. Personne ne dénonce les agissements du pouvoir. Mais dans le sud algérien, ils sont bien là. Pour signer des contrats en millions de dollars, en milliards de dollars, ils sont toujours là. Ce sera toujours pareil. Le 6 novembre dernier, l'année de l'Algérie en France est présentée officiellement à Paris. Présidée par Hervé Bourges, elle est inaugurée le 31 décembre par un concert à Bercy. Organisé en collaboration avec les autorités algériennes, l'événement est également soutenu par le groupe Khalifa. Plutôt montrés du doigt par les temps qui courent, les jeunes Français d'origine algérienne sont venus en nombre. Pour une fois, ils ont le droit d'être fiers de leur origine. Vive l'Algérie! On est là pour faire la fête, pas d'amalgame ou tout ce qui se passe au niveau de la politique de nos jours. C'est l'année de l'Algérie en France et on est là pour faire la fête. Et le dernier mot, on passe un petit coucou à M. Sarkozy, il se reconnaîtra. Voilà. Devant Bercy, de jeunes opposants distribuent des tracts hostiles au régime. Dans la salle, les organisateurs tentent au contraire de récupérer les jeunes. Sans vous, il n'y a pas de joie ce soir. Sans vous, il n'y a pas de bonheur ce soir. Comme pour assurer une bonne couverture de l'année de l'Algérie en France par les médias du service public, les organisateurs en ont fait des partenaires de l'opération. Aujourd'hui, France 2, France 3, France 5, mais aussi Radio France sont associés à l'événement, tout comme le groupe Khalifa. Mais depuis quelques semaines, des ONG comme Reporters sans frontières ou des entreprises comme la Fnac commencent à se poser des questions sur cette année de l'Algérie en France qui évoque si peu les vrais problèmes des Algériens. Plus grave, depuis quelques mois, le régime s'appuie sur l'événement pour essayer de faire oublier les crimes de la sale guerre, comme par exemple les 7000 Algériens disparus après avoir été arrêtés par les forces de sécurité. Décryptage de la stratégie d'Alger par le président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour éluder la question, il y a 2 mécanismes de riposte qui sont mis sur pied. Le premier consiste à dire on va essayer d'indemniser
les familles des victimes. D'abord, ça les fera peut-être taire, et puis ça permettra d'assourdir un peu le bruit fait autour de tout ça, pense-t-il. Et deuxièmement, amnistie, donc autrement dit, auto-amnistie. C'est bien finalement. C'est bien pour eux, mais je crois qu'il y aura une morale dans tout ça, et que dans quelques mois, quelques années, ces généraux algériens, ceux qui seront encore en vie, auront à répondre de leurs actes. Il faut un mauvais calcul. Dans tous les pays, on a pu constater qu'on ne tourne pas la page de cette façon-là, qu'il y a une recherche systématique d'abord de la vérité et ensuite de la justice. Et il n'y a pas d'autres exemples, qu'on prenne les pays d'Amérique latine, qu'on prenne l'Afrique du Sud, qu'on prenne aujourd'hui le voisin marocain. Il n'y a pas d'autres exemples. On est rattrapé, on est poursuivi par son passé. Il devrait d'autant mieux le savoir que même ce qu'on appelle la guerre d'Algérie a rattrapé les Français eux-mêmes 40 ou 50 ans plus tard. Aux dernières nouvelles, la bonne étoile du milliardaire Rafik Khalifa commençait à pâlir. La semaine dernière, le directeur de sa télévision était arrêté à Alger avec une valise contenant 2 millions d'euros en liquide. Rafik Khalifa lui-même serait sur le point d'être lâché par certains dirigeants. Le milliardaire flambeur serait-il à son tour devenu gênant pour l'image de l'Algérie ? Il y a une partie super importante du sujet qui est consacrée à l'année d'Algérie. Oui, en fait, l'année d'Algérie a été lancée officiellement en novembre en France. Bon, nous, on a été faire un petit tour, et puis il y a quelqu'un qui était responsable dans l'organisation. Il s'occupe un petit peu de la partie économique et sociale de l'année d'Algérie, qui est venu nous chercher en nous tirant par le bras, en nous disant « j'aimerais bien vous parler ». Alors on était un peu étonnés. Vous êtes qui ? Professeur d'université. Oui. Je vous dis ça comme ça, parce que je suis porteur d'un... Au début, je le vois avec son beau costume, je me suis dit c'est un monsieur des renseignements généraux, tu vois. Je lui dis vous êtes qui ? Et en fait, c'est un prof de fac, un prof d'économie, donc il s'occupe de la partie économique et sociale de l'année d'Algérie. Et en fait, il nous a parlé. Donc, l'Algérie a mis donc 20 millions d'euros sur la table. La France n'aurait mis que 1 million d'euros. Un petit effort semblerait être fait en supplément. Mais le vrai problème, il est de savoir à qui sert cet argent. À mon avis, c'est ça le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, l'enceinte des manifestations se fait quasiment en France. Donc, ces manifestations bénéficient essentiellement au public français. Qu'est-ce que le contribuable algérien, qu'est-ce que l'Algérien va sortir, lui tirer de cet énorme effort qu'il aura fait à travers le financement de l'année de l'Algérie. Les politiques, en fin de compte, font de la politique, les culturels font de la culture, mais personne ne se dit, eh bien, c'est un drame qu'il n'y ait que 2 heures d'eau potable à un robinet, c'est un drame que les égouts soient effondrés, c'est un drame parce que les gens doivent vivre à 8 dans 30 mètres carrés, etc. C'est ça les vrais problèmes, mais ça n'intéresse strictement personne, croyez-moi. Et ça fait longtemps que moi je me suis dit, faut qu'on traite ça, faut qu'on arrive à parler des problèmes de l'économie, de la vie quotidienne des Algériens. C'est difficile parce que tu sais que là-bas on travaille en principe sous escorte militaire. Et là, pour la première fois, on a réussi à travailler avec une équipe algérienne et à essayer de travailler un peu sur l'économie et la corruption en Algérie, qui est un vrai tabou. Et je crois que c'est assez intéressant, tu vas voir. Pour enquêter en Algérie, notre équipe a travaillé clandestinement. Ces images sont tournées sans escorte militaire, avec en permanence la peur de se faire arrêter par la police. La première histoire que nous allons vous raconter, c'est comment l'argent des HLM algériens a servi à toute autre chose qu'à construire des logements sociaux. Alger compte un peu plus de 2 millions d'habitants. Se loger en ville est quasiment impossible, alors on s'entasse avec ses parents, ses oncles, ses tantes dans de tout petits logements. Dans cette cité qui domine Alger, même les toilettes sur le palier ont été aménagées en appartements. Regarde la taille des appartes. Ça va de là à là. Et en longueur, ça va de là à là-bas. Là-dedans, il faut faire tenir la cuisine, la salle de bain et tout ça. Des fois, on est à 12 par appartement. Et pour dormir, on est obligé d'attendre son tour. On est comme dans une boîte de conserve. On dort à tour de rôle. Moi, j'ai même pas de vrai appart. Je dors dans l'ancien vidéoclub de la cité et ma femme, elle est chez ses parents, plus haut. Du coup, je peux même pas prendre mes gamins avec moi.
Voilà, ça c'est la petite banquette où je dors. Et ça c'est ma guitare. On chante des poèmes sur la vie, sur ceux qui nous ont trahis. Et ça c'est notre jeu de dames. Quand on s'emmerde, on joue aux dames. L'organisme qui aurait pu aider ces familles, c'est la CNEP, sorte de caisse d'épargne du logement social. Chaque année, 3 millions d'épargnants y versent leurs économies dans l'espoir d'obtenir un HLM. Mais en 1993, l'argent de ces épargnants a été utilisé pour acheter aux États-Unis des chalets de luxe pour les dignitaires du régime. Le fabricant des chalets, c'était l'entreprise américaine Chadwick. En 1993, elle parvient à convaincre Alger d'acheter une première tranche de 400 logements préfabriqués. Les chalets sont installés à la résidence du Club des Pins, où vivent les protégés du gouvernement. En 1994, la presse d'Alger révèle que l'opération a été en partie financée grâce à l'argent des petits épargnants de la CNEP. C'est le scandale. Un journal algérien calcule le nombre de logements sociaux qu'on aurait pu construire avec les millions de dollars des chalets américains. Pour la même somme à l'époque, ça aurait permis à la fois de construire 2500 logements alors que la demande est extrêmement forte des épargnants, et aussi de créer des dizaines de milliers d'emplois pendant au moins une année, quoi, le temps de construire ces 2500 logements. Et l'étude était très sérieuse, elle n'a jamais été contestée. Et cette affaire des chalets est symbolique du fonctionnement plus global de l'économie algérienne. Plutôt que de fabriquer sur place les produits dont la population a besoin, les hauts responsables militaires préfèrent les importer de l'étranger, car étonnamment, cela leur rapporte plus d'argent. Sur le port d'Alger, le tiers des marchandises arrivent de France. Pour les faire entrer en Algérie, il a souvent fallu payer des commissions à des intermédiaires. Un patron français nous explique comment ça se passe. Concrètement, on va vous dire, voilà, vous êtes présélectionné, vous avez de bonnes chances d'y réussir. Maintenant, il vous faut un petit coup de main supplémentaire, parce que vous comprenez, vous n'êtes pas le seul, il y en a un autre. Il faudrait qu'on se voit, qu'on en discute, donc on en discute. Et puis la finalité, ça veut dire combien ? En général, c'est, je dirais, une dizaine de pourcents. C'est une dizaine de pourcents. 10% du montant des importations, 1,5 milliard d'euros par an, partirait donc chaque année dans la poche des hauts dirigeants du régime. L'argent leur est versé directement sur des comptes à l'étranger et en devises, s'il vous plaît. Analyse d'un banquier américain, spécialiste de l'Algérie. L'intérêt de ce système, c'est que cela vous permet de faire sortir votre argent d'Algérie. Si vous fabriquez des produits sur place, vous pouvez prélever des commissions, mais l'argent vous sera versé en dinars et cela n'intéresse personne. Ce qu'ils veulent, ce sont des euros. Un système pervers qui handicape les entrepreneurs algériens, mais aussi la population, car les produits importés sont plus chers. Allô ? En 1997, Ahmed Bouakaz, un homme d'affaires algérien installé en Belgique, va tenter de remettre en cause le système. Il envoie en Algérie du lait moins cher que Nestlé, Candia ou Régilet, les fabricants européens qui dominent le marché avec la bénédiction des autorités. Une étrange campagne de presse est alors lancée contre notre homme d'affaires, notamment par le journal du général Betchin, un puissant dirigeant impliqué dans les affaires. La rumeur affirme que le lait de Ahmed Bouakaz n'est pas conforme, tout est fait pour jeter la suspicion sur sa marchandise. Le lait se retrouve donc bloqué sur le port d'Alger, avec interdiction de pénétrer sur le territoire algérien. Notre homme d'affaires est dégoûté, il comprend qu'il dérange un gros importateur qu'il soupçonne d'être lié au général Betchin. Celui qui importe 2000 tonnes de lait, c'est pas un type qui mange des sandwichs à midi, hein. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des journaux, qui a une presse derrière lui. Et donc là, vous allez voir le général Betchin ? Je vais voir par l'intermédiaire de personnes monsieur Betchin, effectivement, qui est un monsieur qui m'a très bien reçu. Je lui ai expliqué quasiment ma vie, en lui disant je suis parti à l'âge de 7 ans en Belgique et voilà comment j'ai vécu, voilà comment j'ai travaillé, voilà comment j'ai réussi, et voilà, et voilà, et voilà. Il m'a pris en sympathie. Le général Betchin use alors de son influence pour débloquer le lait d'Ahmed Bouakaz. L'homme d'affaires pense que tout est réglé,
Mais quelques semaines plus tard, les intermédiaires du général le recontactent à Bruxelles. C'est après que mon lait soit débloqué que ces gens, j'appellerais ce groupuscule de gens, est venu me dire que M. Bechin avait des problèmes financiers, que si on pouvait l'aider, on commence par 5-6 milliards et puis on vous dit mais il faudrait vite débloquer 1 milliard et on vient vous voir à Bruxelles, on vient négocier avec vous, on vient vous dire maintenant vous êtes assuré, vous avez vu avec quelle force on a pu faire sortir votre lait, et on vient, on se met à l'hôtel, on profite un peu du séjour à l'hôtel, tout ça c'est joli. Hein. À vos frais? Non mais c'est pas un problème, payer l'hôtel, vous savez, je le payerai à n'importe quel Algérien qui viendra à Bruxelles. Et après il vous demande plus d'argent? Mais je l'ai jamais donné. Et donc on vous a bloqué votre lait? Ben c'est peut-être pour ça, certainement pour ça. Et oui, notre homme d'affaires refusant de payer, son lait est à nouveau bloqué. Bilan, des centaines de tonnes de marchandises détruites. Ancien officier de la sécurité militaire algérienne, aujourd'hui réfugié à Londres, le capitaine Ougnoun confirme que beaucoup de généraux sont impliqués dans les affaires et qu'ils sont souvent incontournables. Il est impossible de prendre un marché si on ne paye pas un général ou si en quelque sorte on n'achète pas la protection d'un général. Parce que impliquer un général au sein d'une affaire, c'est formellement assurer la réussite de cette affaire. Une économie largement basée sur l'importation, un pays où 40% de la population vit avec moins de 2 € par jour. Dans cette cité des hauteurs d'Alger, les jeunes ont perdu depuis longtemps l'espoir que les choses changent en Algérie. La plupart des gamins, ils connaissent tous les bateaux. Leur rêve, c'est de s'enfuir d'Afrique, de partir. Alors la nuit, dans le port, ils montent clandestinement sur les bateaux pour essayer de s'enfuir. Il y en a qui sont partis et qui sont revenus, d'autres qui sont arrivés jusqu'en Espagne. Moi, j'ai pas envie de rester ici. J'ai vraiment pas envie de rester en Algérie. Et maintenant, une histoire qui n'a rien à voir, du moins en apparence. On va faire un petit tour par la Lorraine et l'entreprise Daewoo, qui a fermé récemment ses usines, mettant quand même 1500 personnes sur le carreau. Et bien, on vous propose un petit retour en arrière, 1986. Cette même année, l'entreprise Daewoo s'installe à la fois en France et en Algérie. Alors, en France, les avantages qui vont être offerts par les politiques français à Daewoo sont exorbitants, il faut bien le dire. Bon, d'accord, c'est pour la bonne cause, la région Lorraine a besoin d'emplois, mais enfin, tout de même, c'est tout à fait surprenant. Alors Luc Hermann va revenir dans un petit encadré sur comment Daewoo s'installe en France et par la suite vous allez voir dans un second sujet comment Daewoo, France et Algérie sont liés. La Lorraine se souviendra longtemps de l'échec Daewoo. Il y a 13 ans, 3 usines devaient permettre la reconversion de centaines de personnes dans cette région sinistrée par la crise de la sidérurgie. Mais Daewoo Électronique a fait faillite et les 3 usines viennent de fermer, notamment celle de Mont-Saint-Martin où 550 salariés fabriquaient des tubes pour téléviseurs. Cet hiver, pendant plusieurs semaines de lutte radicale, les salariés ont occupé leur usine. Le garant de la boîte à blanc, voilà, d'accord? Si la garantie elle part, vous n'avez aucune garantie. La garantie des grévistes, c'est cet homme, le directeur coréen de l'usine. Il sera libéré au bout de 36 heures. Les salariés réclament des indemnités et de meilleures mesures de reclassement. Ces salariés lorrains sont victimes de la croissance boulimique du groupe sud-coréen. Criblés de dettes, toutes les usines Daewoo Électronique dans le monde vont fermer. Comptes truqués, détournements, corruption, le scandale Daewoo est comparable à 4 fois celui d'Enron. Les grévistes sont d'autant plus exaspérés que la France a largement subventionné l'implantation de Daewoo en Lorraine. Ça a coûté 1 million de francs par emploi. Ça veut dire, on t'aurait donné le million de francs là, tu restais chez toi, c'était pareil. Daewoo a reçu de très nombreux avantages et privilèges de la France. Inventaire. En 1986, Jacques Chirac, alors Premier ministre, fait appel aux Sud-Coréens lorsqu'il annonce son plan de relance industrielle.
Pour sauver les emplois de Lorraine, l'État va beaucoup aider l'implantation de Daewoo. Entre 1989 et 1998, le groupe va bénéficier sous les gouvernements de droite comme de gauche de 46 millions d'euros d'aide publique française et européenne. La France va aussi entretenir des relations étranges avec Kim Woo-chong, le sulfureux PDG de Daewoo. On le surnomme Chairman Kim, le patron Kim. Un temps génie des affaires, il a bâti un empire avec 200 000 employés. Électronique, automobile, textile, aucun secteur ne lui échappe. Mais Chairman Kim est rattrapé par la justice coréenne pour corruption. Il a versé 19 millions d'euros de pots de vin au président de la République sud-coréenne. Scandale national. Monsieur Kim aurait également détourné entre 20 et 35 milliards d'euros. Il est condamné à 2 ans et demi de prison, mais il disparaît à l'étranger avec la caisse. On le soupçonne de s'être réfugié dans sa luxueuse villa, près de Nice. À 10 000 km de chez eux, 3 syndicalistes coréens de Daewoo viennent traquer leur ancien patron. Mais Chairman Kim n'est pas là. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il est toujours en cavale, recherché par Interpol avec un passeport français. Car on apprendra que M. Kim avait ses entrées à Paris, 1987. Alain Juppé l'avait même fait commandeur de la Légion d'honneur avant d'envisager un moment de lui brader Thomson Multimédia pour un franc symbolique. À l'époque, l'affaire avait fait scandale. L'idée sera finalement abandonnée. Aujourd'hui, les représentants des employés de Daewoo Saint-Martin viennent de déposer plainte. Dans les ordinateurs de l'usine, ils ont découvert que Daewoo aurait ouvert au nom d'une 50aine de salariés, mais à leur insu, des comptes bancaires à l'étranger. Ils portent plainte pour abus de biens social et banqueroute. Voilà, alors on peut dire tout de même qu'en 1986, si le gouvernement de Jacques Chirac avantage autant Daewoo, c'est probablement pour créer des emplois et ça se justifie certainement de subventionner des emplois, c'est bon pour le tissu industriel français, même si ça n'a pas marché. Ouais, en tout cas, ça se tentait. En 1986, ce qui est plus étrange, c'est quand Jacques Chirac se rend en Algérie et tente de convaincre les dirigeants algériens de laisser l'entreprise sud-coréenne, Daewoo, s'installer sur le territoire algérien. Alors l'homme qui va nous raconter cette anecdote parce qu'il était dans la coulisse au tout premier plan, c'était l'homologue de Jacques Chirac, l'ancien Premier ministre algérien, Abdelhamid Brahimi. Absolument. Donc c'est des déclarations qui viennent d'une source très très proche du dossier et c'est un sujet de Jean-Baptiste Rivoire. 1986. Une période dorée pour le groupe Daewoo qui cherche à l'époque à s'implanter dans le monde entier. Avec son pétrole et son gaz, l'Algérie apparaît aux Coréens comme un nouveau marché à conquérir. Pour y parvenir, ils auraient demandé son aide à Jacques Chirac, alors Premier ministre français, et déjà sollicité pour l'implantation de Daewoo en France. Jacques Chirac était à Alger aujourd'hui. En septembre 1986, Jacques Chirac se rend en visite officielle à Alger. Comme le veut le protocole, il est accueilli sur place par le Premier ministre algérien, Abdelhamid Brahimi, que l'on aperçoit ici à gauche de l'image. Réfugié à Londres depuis quelques années, Brahimi dénonce aujourd'hui la corruption du régime. Professeur d'économie, il entretient des contacts avec tous les partis algériens, du FLN au Front islamique du salut. C'est notre témoin principal. Retour à 1986. Pour honorer Jacques Chirac, le président Chadli organise un dîner loin des caméras dans une villa gouvernementale des hauteurs d'Alger. L'ambiance est détendue, Abdelhamid Brahimi est assis à côté de son homologue français Jacques Chirac. Et bon, au cours du dîner officiel offert par le président Chadli, à sa droite était donc Jacques Chirac et moi j'étais à la droite de Jacques Chirac. Et donc ils discutaient, etc. Et puis Jacques Chirac pensait que c'était la même mafia, hein. Moi je n'ai jamais été. Il me dit, essayez de m'aider pour la campagne électorale. Et pour cela, donner un marché à Daewoo et nous sommes en contact avec eux. C'est une entreprise sud-coréenne et elle est encore en rapport avec nous. Elle finance notre parti, etc. Nous avons des canaux, nous avons des mécanismes pour cela, etc. Voilà.
D'après l'ancien Premier ministre algérien, Jacques Chirac aurait donc joué les VRP pour Déhou en échange d'un financement du RPR. Nous transmettons ce témoignage à l'Élysée, mais malgré plusieurs relances téléphoniques, personne ne nous recontactera. Nous prenons alors rendez-vous avec Robert Gallet, à l'époque trésorier du RPR. Voici sa réaction aux affirmations de l'ancien Premier ministre algérien. Ça ne tient pas debout. Ce que vous me racontez ne tient pas debout. Vous n'avez pas vu passer d'argent de Déhou dans les caisses du RPR? Je suis même honteux que vous me posiez la question. L'ancien Premier ministre algérien aurait-il inventé toute cette histoire? Depuis 10 ans, la France refuse de lui accorder un visa, un blocage qui aurait été décidé sur pression d'Alger. Cherche-t-il à régler des comptes? Non, je l'ai entendu de la bouche de M. Chirac, hein, j'ai pas inventé. Hein. Moi, je n'ai rien contre M. Chirac. Je n'ai rien contre lui. Absolument rien. Absolument rien. En 1996, une publication spécialisée affirme elle aussi que Jacques Chirac est à l'origine du développement de Déhou en Algérie. Le rôle d'une banque marseillaise est également évoqué. Nous rencontrons l'un de ses anciens dirigeants. Proche du RPR, il était en 1986 le trésorier de l'association des Amis de Jacques Chirac. Je ne suis pas certain que Déhou ait financé le RPR, mais c'est la responsabilité de ce que vous dites. Bon, je sais que simplement que Déhou est venu s'installer en France vers ces années-là, et que Déhou a obtenu, comme n'importe quel étranger venant en France, des subventions régionales, ou même nationales, puisque les investissements se faisaient dans une région en difficulté qui était la Lorraine. Après ça, alors, s'il y a des commissions qui sont versées à des partis politiques, ça me paraît pas tolérable. Dans cette affaire, nous avons cherché à contacter Kim Woo-chong, l'homme qui dirigeait Déhou en 1986. Mais il est toujours en fuite après sa condamnation pour corruption en Corée du Sud. Ce qui est sûr, c'est qu'après la visite officielle de Jacques Chirac en 86, le numéro 2 du régime algérien va s'activer en coulisses pour favoriser l'arrivée de Déhou. Il s'agit du général Belrire, un proche des hauts dirigeants du RPR. Témoignage d'un de ses anciens collègues du gouvernement aujourd'hui installé en France. Kherdi Déhou est une société importante et ce serait très intéressant de lui faciliter la tâche. Les autorités organisent notamment des forums rassemblant la crème des hauts fonctionnaires algériens et des représentants de Déhou. Cet ancien patron de banque publique algérienne a participé à ces drôles de réunions destinées à préparer l'arrivée de Déhou en Algérie. Toutes les entreprises publiques sont invitées à déléguer des représentants. J'assiste moi-même à une de ces forums qui était plus une manifestation vide de sens, une sorte de bulle de savon de marketing qu'autre chose. Dans l'entourage de notre banquier, tout le monde affirme que ce sont les Français qui ont insisté pour que Déhou puisse s'installer en Algérie. À l'époque, on nous dit c'est Chirac qui a demandé à Belkheir, même pas Chedli d'ailleurs, de prendre en considération Déhou dans l'investissement en Algérie. Après 1986, les affaires de Déhou deviennent rapidement florissantes. L'entreprise est même confiée au fils du patron de la sécurité militaire, l'un des généraux les plus influents du pays. Depuis, Déhou est l'une des marques automobiles les plus vendues en Algérie.